toutes et à tous et bienvenue sur Radio des Sans-Voix. Vous êtes à l'écoute de l'émission qui s'intitule Les valeurs humaines. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Aujourd'hui, nous recevons Assina Oussedik-Giraud, directrice d'Amnesty International à Alger. J'ai une formation de juriste. J'ai fait mes études à Ben Aknoun et après j'ai fait une spécialité en France. Alors j'ai commencé mes premières activités sur les droits fondamentaux concernaient le droit des femmes et le code de la famille. Et ensuite, à la fin de mes études, quand je suis partie en France pour donc faire un DEA et une thèse, là je voulais continuer à militer en France. Et donc j'ai demandé à mon président de jury, Majid Benchir, que je connaissais bien, qu'est-ce qui me suggérait de faire en France. Et c'est lui qui m'a conseillé, parce que je ne voulais pas travailler sur les émigrés ou le Maghreb, enfin, donc je voulais quelque chose de plus large. Et donc c'est lui qui m'a conseillé de contacter Amnesty International France, parce que, entre-temps, quand moi j'étais partie, Majid Benchir est le fondateur d'Amnesty International à Algérie. Et donc il m'a dit, ça sera une très bonne expérience pour toi. Et il m'a dirigée vers Ahmed Othmani, qui a été le premier prisonnier d'opinion tunisien d'Amnesty, qui est mort depuis. Et comme c'était un très bon ami à Majid, donc il m'a dit va le voir de ma part et tu pourras activer en France. Donc j'ai rejoint la section française et donc au départ j'ai été membre de groupe. Après j'ai été coordinatrice de Égypte au sein de la région Moyen-Orient. Et après j'ai quitté la France parce que j'ai été travailler pour les Nations Unies, une opération maintien de la paix en Haïti. Et après 3 ans et demi, quand je suis revenue en France, j'ai été coordinatrice pour Haïti. Après, je suis repartie en Haïti. Et après, quand je suis revenue, cette fois-ci définitivement à Paris, là, j'ai postulé pour un poste à la section française et j'ai été directrice de campagne 10 ans à la section française. Et en novembre 2011, je suis venue en Algérie. Est-ce que vous avez senti des différences de militantisme entre la France et l'Algérie ? C'est évident que le militantisme est différent. Parce que on peut organiser pas mal d'activités publiques, des événements. On travaille beaucoup aussi avec les autorités. On est reçu au ministère des Affaires étrangères, à Matignon, le Quai d'Orsay, d'autres ministères. La section française, c'est une section importante. Il y avait plus de 60 salariés. Au secrétariat national avec environ, il me semble bien, 200 bénévoles qui venaient régulièrement au siège. Donc c'est sûr que c'est un travail qui est très différent. Et par contre, je dirais que quand même, je trouve que le travail en Algérie est nettement plus intéressant parce que c'est un endroit où l'état de droit n'est pas du tout, pas encore mis en œuvre, et donc on a plus le sentiment d'une certaine utilité et d'un sens. Et je trouve qu'aussi, ce qui est passionnant en Algérie, c'est de travailler avec les jeunes qui je trouve, ont une grande curiosité du monde. Et ça, c'est quand on connaît leurs conditions de vie et de travail qui ne sont pas faciles, et qui ont cette curiosité vers le monde. Quand je vois que quand on organise des actions marathon des lettres avec des actions sur d'autres pays et qu'on arrive à avoir 50 000 signatures essentiellement par nos antennes de jeunes,
je suis absolument épatée. Et je trouve que ces jeunes ont une existence qui est assez difficile. Ils ne sont pas reconnus. Ils sont toujours, les jeunes en Algérie, ils sont toujours infantilisés, que ce soit dans le monde du travail, au sein de la famille. Il n'y a pas beaucoup d'espace pour eux. Et je pense que, donc, pour moi, l'école d'Amnesty, comme ça a été pour moi, ça a été une école d'apprentissage de la démocratie et de rigueur, et en même temps, justement, d'avoir le sentiment d'appartenir au monde entier, d'être vraiment citoyen du monde, et de pouvoir contribuer à faire changer des petites choses, mais c'est bien pour des personnes. C'est quoi le plus gros problème en Algérie, selon vous, en termes de droits de l'homme ? Je pense qu'actuellement, notre grand combat devrait être la défense des libertés fondamentales, c'est-à-dire liberté de réunion, d'expression, de manifestation. Ceci, c'est important parce que ça va permettre à toutes les associations de pouvoir travailler en toute sérénité. C'est-à-dire, et c'est d'autant plus important qu'avec une crise économique qui risque de nous frapper avec la chute du prix du pétrole, il est bien dommage que l'État algérien n'utilise pas pleinement toutes les compétences et les expertises qu'ont toutes les associations. Il y a eu une enquête qui a été menée sur la valeur ajoutée des associations en Algérie. Et ce qui est épatant, c'est de voir qu'il y a des associations qui s'occupent, comme nous, de droits de l'homme, mais de problèmes de santé, d'exclusion des jeunes, de patrimoine, d'environnement, et que toutes ces associations permettent justement à des jeunes de s'investir dans quelque chose qui relève du public, de se sentir citoyen et de faire des choses absolument positives. Et non seulement ça donne la possibilité aussi à des gens d'avoir du travail, donc ce qui n'est pas négligeable, ça permet de canaliser l'énergie de tous ces jeunes, et puis avec le temps, il y a une réelle expertise qui s'est développée. Et malheureusement, elle n'est pas pleinement exploitée par l'État algérien. Et ce grand combat, je crois que c'est important de mener, que l'État algérien comprenne que les associations ne sont pas des ennemis, bien au contraire, c'est des partenaires, et qu'on a tout intérêt à travailler ensemble, et surtout, pour les citoyens et les citoyennes algériennes, les bénéficiaires de toutes ces associations. Et donc je pense que c'est par là que devrait commencer notre combat, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres questions. Toutes les questions sont importantes, mais je crois que si on arrive à gagner en étant perçus comme des partenaires, participer aux politiques publiques par l'expertise, et je prendrai des exemples qui me frappent, c'est justement les associations des droits des femmes, qui ont une grande expérience de terrain, de comment recevoir des femmes battues, par exemple, comment les accompagner. Et donc, cette expertise, les différents ministères devraient s'en servir pour élaborer des modifications de loi, pour améliorer les services de santé, pour améliorer les services de justice, pour améliorer les services de police, dans comment on reçoit les femmes qui sont battues. Voilà, donc pour moi c'est le premier combat. Le deuxième combat, peut-être, c'est important, c'est la question des violences à l'encontre des femmes, parce que les femmes sont touchées dans leur intégrité physique et psychique, que ça touche la famille, donc que ça touche aussi des enfants. Donc à long terme, il faut absolument que cela cesse, quoi. Et puis, bien entendu, alors après,
pour Amnesty, la question des disparitions est une question centrale et pour nous, c'est vérité, justice, réparation. Et d'autant plus que pour Amnesty et pour moi-même, la question des disparus ne concerne pas que les familles, elle concerne l'ensemble des citoyennes et des citoyens. C'est notre histoire et nous devons l'affronter. C'est une partie sombre de notre histoire, mais c'est la nôtre. Nous devons vraiment l'affronter de face et qu'on fasse vraiment les enquêtes pour savoir exactement ça s'est passé. Non seulement pour que les familles puissent faire leur deuil, mais aussi pour qu'à l'avenir, plus jamais, ce genre de violation ne se passe. Donc c'est aussi lancer un message en disant que s'il y a des violations des droits humains, et aussi graves qu'elles ont été lors de cette décennie, les responsables ne pourront pas bénéficier d'une impunité. Il y a une autre question également qui est importante, puisque ça touche également l'intégrité et le droit à la vie, c'est la question de la peine de mort. Et c'est d'autant plus que la position de l'État algérien est ambiguë, puisque c'est l'un des défenseurs pour l'abolition de la peine de mort dans les instances internationales. On a bien vu que depuis 1993, il n'y a pas eu une seule condamnation, une exécution, ce qui est très positif. Mais le problème, c'est qu'on continue chaque année à avoir des condamnations à mort sous prétexte que, puisqu'ils ne sont pas exécutés, c'est pas trop grave. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a des personnes qui sont dans des couloirs de la mort, c'est que leurs familles subissent aussi un traumatisme et qu'on n'est pas à l'abri que du jour au lendemain, on puisse avoir des exécutions. Et ça, c'est important et c'est incompréhensible pour un pays qui a eu dans son histoire des condamnés à mort durant la guerre de libération nationale et ça aurait pu être un des premiers pays arabes à abolir la peine de mort parce qu'aujourd'hui, un certain nombre de nos rues portent le nom de ces héros et héroïnes qui, si on ne les avait pas condamnés à mort, mais à des longues peines de prison, à l'indépendance, ça aurait été des héros. Et là, on voit bien comment on peut passer de terroriste à héros. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'importance des associations, notamment pour les jeunes qui agissent, qui s'épanouissent un peu dans ces différentes actions. Alors, c'est quoi ? Est-ce que c'est les associations qui aident au remplacement du système éducatif ? Les associations, elles joueraient un rôle plus que celui qu'elles sont censées porter ? Non, les associations ne remplacent pas du tout le système éducatif. Non. Les associations joueraient leur rôle comme elles jouent dans tous les pays du monde. C'est-à-dire de permettre à des jeunes de s'investir et de s'épanouir dans des domaines qui les intéressent, que ce soit le sport, la culture, la défense du patrimoine, l'environnement ou la citoyenneté, d'apprendre à débattre, justement. Et là, c'est très important, puisqu'on parlait de cette décennie, de cette violence, de bien montrer, et des associations comme Amnesty ou les autres associations qui travaillent sur les droits humains, la promotion des droits humains, c'est aussi apprendre à défendre ses idées, mais de manière pacifique. Et d'avoir des idées. Et d'avoir des idées, mais je pense que beaucoup de gens ont des idées, mais la grande difficulté chez nous, c'est comment on les exprime. Et que ma foi, et que ça s'apprend, quoi. On n'est pas démocrate, mais c'est justement quand on voit des élections, quand on voit des débats, quand on voit, quand soi-même on participe dans sa petite association, à travailler avec les autres, à gérer ses conflits de façon pacifique. Donc tout ça, ça participe avec le système éducatif à faire des adultes qui sont conscients de leurs droits et de leurs
obligations, parce qu'on n'a pas que des droits, on a aussi des obligations, et à assumer pleinement sa citoyenneté. Donc c'est dans ce sens que je pense que c'est complémentaire, c'est pas en remplacement. Et dans beaucoup d'États, de pays, je veux dire, l'État justement, quand il n'arrive pas à mener à bien un ensemble de services qu'il devrait rendre à sa population, les associations sont là justement pour occuper ces créneaux. Et dans un grand nombre de pays, c'est pour ça aussi qu'on facilite leur création, on leur donne des subventions parce qu'elles rendent un service public, hein, et qu'on aide à la formation de leurs membres. Donc tous ces ensembles, ces acteurs différents avec des obligations et des droits aussi différents, parce que chacun de là où il est a des responsabilités différentes, participe à ce que justement les jeunes puissent s'épanouir. Et est-ce que vous pourriez nous parler de la loi 1206 ? Je crois qu'il est bien évident, quand je disais que le principal combat pour l'instauration d'un état de droit en Algérie passe par la défense des libertés fondamentales, il est bien évident que cette loi ne permet pas aux associations de travailler en toute sérénité. Donc il est évident qu'il faudrait l'abroger, l'amender, mais qu'elle ne répond pas à la réalité du terrain des associations, comme j'ai expliqué tout à l'heure, alors qu'il y a un grand nombre d'associations qui ont une réelle valeur ajoutée pour les citoyens et les citoyennes algériens et algériennes. Il semblerait qu'avec la révision de la Constitution, cette loi pourrait être modifiée ou abrogée. Donc nous attendons pour pouvoir juger par la suite. Mais c'est clair que cette loi ne répond pas aux besoins actuels de fonctionnement des associations algériennes. Et est-ce que vous auriez un mot à ajouter pour Radio des Sans-Voix ? Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des radios web. Et là, on voit bien que ça commence à se développer. Et parce qu'on a parlé d'un contexte difficile concernant les libertés fondamentales, mais il faut quand même reconnaître que les médias, même si des journalistes, des blogueurs subissent des répressions, des harcèlements, on a un espace de liberté, hein, donc qu'il faut absolument utiliser. On ne peut pas être dans la rue, utilisons les médias, utilisons les différents médias qu'on a à notre disposition, presse écrite, télévision et radio. En plus, radio, c'est bien parce que tout le monde ne lit pas forcément, ni en français ni en arabe. Donc, la radio est aussi atteint un public différent de la presse écrite. Donc, c'est bien d'avoir comme ça une radio. Et puis, les sans-voix, c'est bien, puisque nous aussi, on est écrire pour les droits humains, écrire contre l'oubli. Donc c'est les personnes qui ne sont pas entendues, qui ne sont pas visibles, le fait qu'on puisse leur donner un espace, c'est important. Donc c'est encourageant pour l'avenir, parce que ça veut dire aussi qu'on a un nouveau mode d'expression. Et en plus, je pense que ça peut atteindre... On est dans une époque aussi, de manière globale, où on lit de moins en moins. Donc la radio peut être un bon vecteur de communication. Merci beaucoup. Merci.